Qu'est-ce qu'un corps humain? Si l'on s'en tient au manuel de biologie, c'est une architecture standardisée. Un squelette de 206 os, une symétrie bilatérale, une croissance régie par des courbes statistiques prévisibles, rassurantes, banales. Nous avons construit nos villes, nos voitures, nos portes et nos lits sur la base de cette moyenne. Nous avons défini la norme pour nous rassurer sur notre propre appartenance à l'espèce. Mais la nature, dans son génie chaotique, ne lit pas les manuels de biologie. Elle est une artiste obsédée par l'expérimentation. Elle étire, elle condense, elle mute, elle sculpte. Et nulle part ailleurs sur Terre, cette créativité biologique ne s'exprime avec autant de puissance qu'en Afrique, le berceau génétique de l'humanité. Ce soir, nous n'allons pas observer des phénomènes de foire. Nous allons plonger dans la mécanique secrète de l'exception. Nous allons décrypter la science derrière le gigantisme qui condamne les articulations au supplice, analyser l'anthropologie des peuples qui ont fait de leur stature une arme de survie et toucher du doigt la tragédie de ceux dont le corps est devenu une prison publique. Du désert de Namibie au parquet de la NBA, en passant par les hôpitaux de fortune du Ghana, voici 10 histoires qui vont fracasser vos certitudes sur les limites physiologiques de l'homme. Le compte à rebours commence maintenant. Numéro 10, l'élasticité de l'improbable. Francisco Domingo Joaquim, nous débutons cette exploration en Angola avec un cas qui défie les lois fondamentales de l'orthopédie maxillofaciale. Francisco Domingo Joaquim n'est pas un géant par la taille verticale, mais par l'amplitude horizontale d'une seule partie de son anatomie, sa bouche. Officiellement, il possède l'ouverture buccale la plus large de la planète, 17 cm. Pour que votre esprit puisse visualiser cette abstraction géométrique, imaginez une canette de soda standard de 33 centilitres. Francisco peut l'insérer horizontalement, entièrement, sans effort, entre ses lèvres. Mais au-delà de l'aspect spectaculaire qui a fait de lui une sensation virale, que nous raconte ce corps? Il est une fenêtre ouverte sur une variation génétique rare, le syndrome d'hyperlaxité tissulaire. Chez un être humain standard, l'ouverture de la mâchoire est strictement limitée par l'articulation temporomandibulaire et par la rigidité du collagène, cette protéine qui sert de ciment à notre peau. C'est une sécurité biologique pour éviter la luxation. Chez Francisco, ce verrou de sécurité a sauté. Son collagène possède une structure moléculaire différente, plus lâche, qui transforme sa peau et ses muscles en une matière quasi polymère. C'est une anomalie fascinante qui nous rappelle que les limites mécaniques de notre corps ne sont pas aussi immuables qu'on le pense. Francisco a transformé cette bizarrerie médicale, qui aurait pu être source de moquerie, en une carrière internationale, défiant le regard de l'autre pour devenir le maître de sa propre anatomie. Numéro 9, le poids de la tradition. Les femmes aiment Balantu. Quittons l'accident génétique pour explorer une modification corporelle née de la volonté culturelle, de la patience et d'une esthétique qui disparaît sous nos yeux. En Namibie, l'ethnie Mbalantu a longtemps abrité ce que l'on pourrait appeler les architectes capillaires de l'Afrique. Ici, la longueur des cheveux n'est pas une question de mode, c'est une question d'identité. Les femmes Mbalantu sont célèbres pour leurs tresses, qui défient l'entendement, atteignant souvent les chevilles, touchant la terre rouge de leur pays. Mais ne vous y trompez pas, ce que vous voyez n'est pas simplement une pousse naturelle, c'est une construction. Dès l'enfance, les cheveux sont enduits d'un mélange secret d'huile végétale, d'écorce d'arbres broyés et de graisse animale. Ce rituel protège la fibre capillaire de la cassure et stimule une croissance que beaucoup de dermatologues jugeraient d'impossible. Mais plus fascinant encore est la fonction sociale de cette chevelure. Chez les Mbalantu, la coiffure est un langage codé. La position des tresses, leur épaisseur, les ornements utilisés racontent l'histoire de la femme qui les porte. Est-elle initiée? Est-elle mariée? Est-elle mère? Aujourd'hui, cette tradition s'effiloche. La mondialisation et l'urbanisation imposent des rythmes de vie incompatibles avec les heures de soins nécessaires à ces monuments capillaires. En regardant ces images, nous sommes témoins de la fin d'une ère. Nous réalisons que la diversité humaine ne réside pas seulement dans nos gènes, mais dans l'incroyable variété des manières dont nous choisissons de sculpter notre apparence pour honorer nos ancêtres. Numéro 8, le géant de l'ère numérique, Abiodun Adegoke. Le numéro 8 nous propulse dans la brutalité du contraste moderne.
Abiodun Adegoke, surnommé Big Naija, est un colosse nigérian dont la taille oscille, selon les sources, entre 2,36 m et 2,41 m. Pour vous donner une échelle, il peut saisir le cercle d'un panier de basket sans même décoller les talons du sol. L'histoire d'Abiodun est celle d'un paradoxe cruel. Il possède le corps parfait pour le sport le plus lucratif du monde. Une envergure digne d'un albatros, une masse capable de dominer n'importe quelle raquette. Pourtant, son histoire met en lumière l'injustice de la géographie. S'il était né dans l'Ohio ou à Barcelone, Abiodun aurait été détecté à 12 ans. Il aurait bénéficié d'un suivi nutritionnel de pointe, d'entraînement biomécanique pour protéger ses articulations et de chaussures moulées sur mesure. Au lieu de cela, il a grandi au Nigeria, s'entraînant parfois pieds nus ou en sandales sur du béton, usant prématurément un squelette déjà soumis à des contraintes titanesques. Son émergence tardive est due à un seul facteur, la viralité d'Internet. C'est une vidéo sur Instagram qui a attiré l'attention de Shaquille O'Neal. Abiodun incarne l'espoir, mais aussi la fragilité du talent inexploité. Il est la preuve vivante que le potentiel génétique ne suffit pas. Il doit rencontrer l'opportunité. Son corps est une merveille de la nature, mais c'est aussi un corps qui attend, peut-être en vain, que le monde lui offre la scène qu'il mérite. Numéro 7. L'anatomie de la souffrance. Brahim Takiula. Avec le numéro 7, nous quittons le rêve sportif pour entrer dans la réalité clinique, froide et douloureuse. Brahim Takiula, né au Maroc, détient un record qui fait souvent sourire dans les livres pour enfants, mais qui est un calvaire logistique pour l'adulte. Les plus grands pieds du monde, 38 cm de longueur, pointure 58. Mais réduire Brahim à ses pieds serait une insulte à sa résilience. Il est l'archétype médical de l'acromégalie non traitée à temps. Tout commence dans le cerveau, au niveau de l'hypophyse. Cette glande maîtresse, pas plus grosse qu'un petit pois, a subi un dysfonctionnement tumoral, inondant son organisme d'hormones de croissance bien après la fin de sa puberté. Les lois de la physique sont impitoyables pour les géants. C'est la loi du carré cube. Lorsque vous doublez la taille d'un objet, son volume et sa masse sont multipliés par 8. Les articulations de Brahim, ses genoux, ses chevilles, doivent supporter une pression pour laquelle l'évolution humaine n'a pas prévu de plan B. Chaque pas est un défi structurel. Son cœur doit pomper le sang sur une colonne verticale de 2,46 m. Un effort hémodynamique épuisant. Brahim vit dans un monde qui est trop petit pour lui. Les voitures, les portes, les chaises, les lits d'hôpital. Tout est une contrainte. Son existence est une adaptation perpétuelle. Une négociation constante avec un environnement hostile. C'est une leçon d'humilité pour nous, qui traversons la vie sans jamais penser à la complexité mécanique d'un simple pas. Numéro 6. La couronne de l'âme. Asha Zulu Mandela. Le numéro 6 nous place face à un vertige. Pas celui de la hauteur, mais celui de la conviction. Asha Zulu Mandela porte sur sa tête un poids que la médecine juge dangereux. Des dreadlocks mesurant 33,5 mètres de long. C'est plus long qu'un wagon de train. Une fois mouillée, cette masse capillaire pèse plusieurs dizaines de kilos. C'est ici que l'histoire devient fascinante et troublante. Les médecins ont été formels avec Asha. Le poids de sa chevelure exerce une traction constante, brutale, sur ses vertèbres cervicales. Sa colonne vertébrale se tasse, se déforme. Elle risque des lésions nerveuses irréversibles, voire la paralysie. La solution médicale est simple, immédiate et logique. Il faut couper. Il faut soulager le corps. Mais Asha refuse, catégoriquement. Pourquoi ? Parce que pour elle, ces dreadlocks ne sont pas une coiffure. Elles sont son antenne spirituelle, le lien physique avec sa foi, son identité profonde. Elle déclare que couper ses cheveux équivaudrait à un suicide spirituel, à devenir un zombie déconnecté de son âme. Je veux qu'on s'arrête un instant sur ce point précis. C'est un dilemme absolu. D'un côté, il y a la logique biologique, la survie du corps, la médecine qui dit « coupe pour ne pas finir paralysé ». De l'autre, il y a l'intégrité de l'identité, la foi qui dit « si je coupe, je n'existe plus ». C'est une question que je vous pose maintenant et je vous invite vraiment à y répondre dans les commentaires car elle définit notre rapport à l'existence. Jusqu'où iriez-vous pour préserver ce qui vous définit ? Est-ce de la folie de sacrifier sa colonne vertébrale pour une croyance ? Ou est-ce, au contraire, la preuve ultime de liberté que de placer son esprit au-dessus de sa santé biologique ? Je lirai vos avis.
Le débat entre la survie du corps et la survie de l'âme mérite d'être ouvert. Numéro 5. La mélancolie du géant, Gabriel Monjane. Nous basculons dans la seconde moitié de notre classement avec une histoire teintée de mélancolie. Gabriel Monjane, le géant du Mozambique. Avec ses 2,45 m, il fut officiellement, un temps, l'homme le plus grand du globe. Mais son histoire n'est pas celle d'une consécration, c'est celle de la solitude. Né en 1944, Gabriel a grandi à une époque où l'acromégalie était une curiosité à exploiter, non une pathologie à soigner. Son destin fait écho aux heures sombres des freak shows, ces cirques humains où la différence était monétisée. Gabriel a voyagé, il a été exposé, mesuré, photographié aux côtés de personnes de taille moyenne pour accentuer le contraste. Mais au milieu de la foule, il était seul. Son corps était son gagne-pain, mais aussi son bourreau. Ses os grandissaient plus vite que ses muscles ne pouvaient s'adapter, créant des douleurs chroniques atroces. Il est mort prématurément à 46 ans après une chute fatale à son domicile. Gabriel Monjane est le symbole tragique de l'isolement. Il nous rappelle que derrière les chiffres impressionnants du Guinness Book, il y a souvent des êtres humains en souffrance, piégés dans un corps qui les trahit et une société qui les objectifie. Ils méritent aujourd'hui plus que notre curiosité. Ils méritent notre compassion rétrospective. Numéro 4. Les guerriers de la savane, le peuple Maasai. Le numéro 4 est une respiration, une célébration de la puissance collective. Nous partons sur les hauts plateaux brûlants du Kenya et de la Tanzanie, à la rencontre des Maasai. Ici, la grande taille n'est pas une maladie, c'est une réussite évolutive totale. Les Maasai incarnent l'adaptation parfaite de l'homme à son environnement. Leur morphologie longiligne obéit à la règle biologique d'Allen. Dans un climat chaud, un corps mince et élancé maximise la surface de peau par rapport au volume, permettant une évacuation optimale de la chaleur. Ils sont des chefs-d'œuvre de thermorégulation. Mais la génétique ne fait pas tout. Il y a l'épigénétique, sculptée par un régime alimentaire unique, un mélange hyperprotéiné de lait cru, de viande et de sang bovin. Cette nutrition forge des os d'une densité exceptionnelle. Et puis, il y a l'expression culturelle de cette biologie, la dumu, la danse du saut. Voir un guerrier Maasai s'élever verticalement, le corps raide comme une lance, défiant la gravité avec une aisance déconcertante, c'est assister à l'harmonie pure entre un peuple et sa terre. Pas de pathologie ici, pas de douleur. Juste la preuve que le corps humain peut être sculpté par des millénaires de sélection pour devenir une machine de survie d'une élégance absolue. Numéro 3. La résilience incarnée, Sulemana Awouché Abdul Samed. Nous montons sur le podium avec une histoire qui s'écrit au présent. Ici et maintenant, Sulemana Abdul Samed, surnommée Awouché, vit au nord du Ghana. Sa taille est un mystère en mouvement. Elle dépasse les 2,23 m et continue d'augmenter chaque année. L'histoire d'Awouché est le choc frontal entre une maladie rare et la précarité médicale. Dans son village, il n'y a pas d'IRM de dernière génération pour cartographier sa tumeur. Il n'y a pas de neurochirurgien prêt à intervenir. Il y a juste un homme dont la colonne vertébrale commence à se courber sous le poids de son propre squelette et qui doit continuer à avancer. Ce qui place Awouché si haut dans ce classement, ce n'est pas sa hauteur physique, c'est sa hauteur morale. Là où la plupart auraient sombré dans l'amertume, Awouché affiche un sourire désarmant. Il plaisante sur sa condition, il accueille les curieux, il accepte son sort avec une philosophie stoïcienne bouleversante. C'est la définition même de la résilience. Non pas l'absence de souffrance, mais la capacité à trouver de la lumière au cœur de l'obscurité. Awouché doit littéralement se plier pour entrer dans n'importe quelle pièce, mais métaphoriquement, il est l'homme qui reste le plus droit. Numéro 2. Les seigneurs du Nil, le peuple Dinka. En deuxième position, nous retrouvons le sommet absolu de l'évolution humaine en termes de stature de groupe. Le peuple Dinka du Soudan du Sud. Si les Maasai sont grands, les Dinkas sont des géants. Statistiquement, ils forment la population moyenne la plus grande de la planète. Il se dégage d'eux une aura presque royale, une géométrie corporelle faite de membres interminables et d'une finesse extrême. Comme pour les Maasai, l'adaptation climatique joue un rôle, mais chez les Dinka, l'isolement génétique et la sélection culturelle ont poussé ces traits à leur paroxysme. Mais au-delà de la biologie, c'est l'identité qui force le respect.
Les Dinkas ont traversé l'enfer, des décennies de guerre civile, de famine, de déplacements forcés. Pourtant, ils ont conservé une fierté inébranlable centrée autour de leur bétail sacré et de leur stature. Leur taille n'est pas une donnée métrique, c'est un étendard de résistance. Quand on observe un groupe de Dinkas marcher dans la savane, on a l'impression de contempler les premiers hommes, ou peut-être les hommes du futur. Ils dégagent une puissance tranquille qui intimide et fascine. Ils sont la preuve vivante que l'Afrique est le réservoir ultime de la diversité génétique humaine. Numéro 1. Le cœur plus grand que le corps, Manute Bol. Nous y sommes. Le numéro 1. L'histoire qui transcende la biologie pour toucher au sublime, Manute Bol. Oui, Manute était un géant physique, 2,31 m, une envergure hallucinante de 2,59 m. Il a été une anomalie statistique en NBA, bloquant plus de tirs qu'il ne marquait de points. Il était une muraille infranchissable, un spectacle vivant. Mais si Manute Bol trône au sommet de ce classement, ce n'est pas parce qu'il était grand, c'est parce qu'il a utilisé sa grandeur pour élever tout un peuple. Né au Soudan, issu de ce peuple d'Inca que nous venons d'évoquer, Manute n'a jamais laissé le confort américain lui faire oublier l'enfer soudanais. Alors que son pays brûlait dans la guerre civile, Manute ne s'est pas contenté de tweets ou de discours. Il a saigné financièrement pour les siens. Il a englouti la quasi-totalité de sa fortune amassée en NBA, des millions de dollars, pour construire des écoles, bâtir des hôpitaux et soutenir les camps de réfugiés. Il a risqué sa vie, voyageant dans les zones de guerre, utilisant sa célébrité comme un bouclier pour protéger les plus vulnérables. On raconte qu'à la fin de sa vie, ruiné, souffrant d'une maladie rénale douloureuse, Manute ne regrettait rien, pas un seul dollar. Il disait simplement « Dieu m'a donné cette taille pour que je puisse voir au loin et aider ceux qui ne le peuvent pas ». Manute Bol est mort prématurément, son corps usé par sa condition et ses sacrifices. Mais il nous laisse l'héritage moral le plus puissant qui soit. Il a prouvé que la véritable mesure d'un homme ne se prend pas en centimètres, du sol au sommet du crâne. Elle se mesure à la grandeur de son empathie. Manute Bol était un géant, pas à cause de ses os, mais à cause de son cœur. De l'élasticité de Francisco à la résilience d'Awuche, de la fierté des Dinkas au sacrifice absolu de Manute Bol, nous avons traversé un paysage humain d'une richesse inouïe. Ces histoires nous tendent un miroir. Elles nous montrent que la normalité est une illusion statistique, une fiction rassurante qui s'effondre face à la réalité du vivant. Le corps humain est un territoire infini, capable d'adaptations miraculeuses comme de souffrances bacchantes tragiques. Nous sommes tous, à notre échelle, des anomalies. La question n'est pas de savoir si nous rentrons dans le moule, mais ce que nous faisons de notre singularité. Utiliserons-nous notre différence pour nous cacher ou pour construire, comme Manute Bol, quelque chose qui nous dépasse ? Si ce voyage au cœur de l'extraordinaire a élargi votre horizon, si ces destins vous ont ému, je vous invite à soutenir cette chaîne. Un simple clic pour vous abonner, c'est un vote pour que nous continuions à explorer ensemble les mystères de notre monde. Restez curieux. À bientôt.